Voilà. Et la dernière personne intervenante, alors je me permets de la présenter, même si c'est pas très, pas très commode, je préférais qu'elle fasse elle-même, comme j'ai dit, elle est dans les transports, mais du coup, ben, il y a Chloé, comme je disais, qui est l'initiatrice un peu de cette idée autour de la communauté de pratique. Bah, pour le coup, on est collègues, donc on travaille tous les deux bah, au CHU Sainte-Justine, donc l'hôpital pédiatrique à Montréal. On n'a pas exactement les mêmes missions, sachant que Chloé est beaucoup plus sur le sujet des risques psychosociaux aussi, ou du climat de travail, entre autres. Mais normalement, elle pourra se représenter tout à l'heure quand je vais faire quand on va rentrer dans le sujet un petit peu autour des RPS au Québec. Euh, alors, comme je disais, j'ai pas vraiment de plan. Je pensais est-ce qu'on en allait aller sur une situation, est-ce qu'on allait décrire une démarche en particulier, mais on s'est dit que ce serait bien d'aller rentrer un petit peu dans une question très ouverte. Donc, je la posais ben, tu sais, à Antoine et Grégory par rapport aux démarches RPS. Alors, ça va être une question qui est à la fois très courte, très simple et très compliquée. J'aimerais un peu vous demander, c'est le quoi ou le pourquoi de vos interventions en démarche RPS. C'est-à-dire, pourquoi les entreprises vous contactent? J'imagine qu'il y a, dans ma tête, c'est une question on doit en faire une parce que c'est la loi et c'est peut-être parce que je suis teinté parce qu'il y a au Québec aussi, mais on sait bien que derrière, il y a d'autres choses qui se jouent, d'autres. Donc, moi, je suis un peu curieux pour lancer là-dessus. En général, qu'est-ce qui se passe quand on vient vous voir pour vous demander, tiens, on a une démarche RPS à faire, qu'est-ce que ça cache? Je sais pas si cache c'est le bon terme, mais qu'est-ce qu'il y a? Les attentes, c'est ça le terme que je cherchais. C'est quoi vraiment les attentes des personnes qui vous contactent pour ce type de démarche? Grégory, comme tu veux, Vas-y, je te laisse, Antoine. Je te laisse la main, puis après, je rebondirai. ça marche. Déjà, d'une part, il y a une partie des interventions qui se font par une injonction, notamment de la médecine du travail, une obligation pour les employeurs de diligenter un diagnostic. Donc ça, c'est une première partie déjà. Il y a une partie de personnes qui sont davantage éclairées, et qui voient le problème venir en amont et qui donc organisent un diagnostic en ayant conscience qu'il y a des problèmes sans qu'il y ait une injonction de la part de la CARSAT ou de la médecine du travail. Euh, à mon sens, c'est les deux principales méthodes pour faire un diagnostic. Oui, du coup, bah, pour rebondir moi, sur ce que dit Antoine, est-ce que tu commences à initier, en effet, Romain? C'est vrai que je pense qu'il y a un changement de portage actuellement sur ce qu'on a pu connaître il y a maintenant quelques années, où beaucoup de ces démarches-là s'inscrivaient dans un cadre très légal, notamment au début de la mise en place, hein, post-plan d'Arcos, de tous les diagnostics herpès dans les entreprises. Ça, c'était à peu près dans les années 2010. Euh, Aujourd'hui, moi, je vois, alors pour la petite histoire, parce que moi, j'ai commencé dans le conseil pile poil à cette période-là, parce que j'ai été diplômé en 2009, j'arrive sur le marché du travail début 2010, juste post-plan d'Arcos, donc je découvre vraiment ces démarches-là qui sont prises sous le spectre de l'obligation légale. Et après, pendant quasiment 10 ans, moi, je suis parti du conseil pour y revenir il y a maintenant 3 ans, et c'est vrai que j'ai vu une vraie évolution clairement du marché. On a en effet ce qui va être encore légal, c'est tous les droits d'alerte que peuvent avoir les différentes instances représentatives, CSE, injonction de l'inspection du travail ou de la médecine du travail, hein, qui va contraindre l'employeur pour X raisons à se pencher sur ce sujet. Voilà. Ça, c'est une réalité. Et l'autre, finalement, nous, c'est le cas chez Sensei Cohérence, hein, on fait que de la demande entrante. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui nous sollicitent pour traiter et travailler sur ces sujets. Hum, alors, on a des approches qui peuvent être quand même différentes. On a quasiment plus de gros diagnostics RPS comme on pouvait là le voir là il y a un peu plus de 10 ans où on pouvait auditer des grosses structures, des grosses entreprises de façon vraiment globale, ce qui ne se fait quasiment plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment des sollicitations sur des toutes petites structures, des équipes finalement. Alors probablement aussi parce que le retour d'expérience a pu montrer que les grosses démarches de prévention des risques psychosociaux n'avaient pas apporté beaucoup de résultats de façon très concrète sur le terrain et que les interventions plus ciblées étaient souvent plus porteuses de sens et produisaient plus d'effets. Voilà. Et donc, c'est vrai que maintenant, on a des sollicitations qui concernent des périmètres bien définis et beaucoup plus prescrits par rapport à ce qu'on pouvait observer avant.
Euh, ça, c'est vraiment la différence que l'on observe. Et concrètement, moi, souvent, c'est les questions qu'on me pose. Aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise qui veut travailler avec nous juste pour le faire. Elles attendent tous, objectivement, une forme d'amélioration, quelle qu'elle soit. Alors, les portages peuvent être différents, l'envie d'aller plus ou moins loin n'est pas toujours la même, mais avec une réelle volonté de comprendre ce qui se joue pour voir finalement ce qui pourrait être changé ou amélioré pour faire que ces constats ils soient voilà, peut-être pas si noirs ou gris dans certains environnements de travail. Et, et ça, pour le coup, c'est quand même fort appréciable parce qu'on n'intervient plus du tout de la même façon qu'on intervenait il y a quelques années. Moi, il n'y a pas une intervention aujourd'hui que l'on mène quasiment qui n'est pas suivie d'effet. Ça qui est quand même un vrai changement de portage. Voilà. Et Après, il y a. Ah, je pardon, vas-y, modère vas-y, juste, excuse-moi. je t'en prie, je modère juste mon propos sur une tendance actuelle, voilà, que on n'arrive pas encore à décrypter, mais on a vraiment une recrudescence des demandes de diagnostic depuis, on va dire, depuis le printemps 2025. Là où les demandes de diagnostic n'étaient vraiment pas majoritaires, depuis à peu près là, le printemps 2025, on a énormément de demandes de diagnostic et des diagnostics là de nouveau assez importants. Voilà. Et, Alors, des pistes de, tu sais, même si c'est pas fondé, mais des idées de. on fait quelques hypothèses. Probablement, on fait l'hypothèse que les gros diagnostics ont été faits maintenant il y a plus de 10 ans et qu'il y a Mhm. peut-être une volonté de recomprendre parfois de façon assez globale ce qui se joue dans certaines entreprises. C'est une des hypothèses que l'on fait. L'autre, peut-être le contexte, en fait, qui continue à être très compliqué. En France, la situation économique est quand même pas des plus confortables. Donc, je pense que ça commence à grincer dans plein d'endroits, dans plein de niveaux. Et donc, du coup, est-ce comment dire, une possibilité de se dire, allez, on va essayer de considérer ce qui se joue pour tout le monde. Euh, donc c'est l'hypothèse que l'on fait, mais on en avait, pour te donner un ordre d'idée, 2024, notre chiffre d'affaires, moi de mon pôle, c'est 70% d'enquêtes, harcèlement, suicide, etc., 30% de diagnostic. Là, je me demande si on ne va pas finir en proportion plus importante de diagnostic à la fin de l'année que d'enquêtes. C'est pas les enquêtes qu'on réduit, c'est vraiment une explosion là, des demandes en prévention des RPS. Voilà. Donc, on va voir est-ce que ça va durer ou pas. On n'arrive pas tout à fait à comprendre. Voilà, on fait quelques hypothèses, mais en tout cas, ça s'observe et je suis pas sûr qu'on soit le seul cabinet à l'observer actuellement. Ok, bon, merci. Bah, Chloé, toi aussi, vu que tu es parmi nous, tu as aussi quand même fait travaillé sur le JAG RPS en France et au Québec, j'allais dire ici, mais au Québec, mais peut-être pour toi aussi, si tu veux répondre à la question. Oui, bonjour et désolée pour le retard. Pour répondre à la question, donc en effet, avant d'être en France, je travaillais dans un cabinet conseil qui était situé à Tours, qui est un plus petit cabinet conseil que Sens et Cohérence quand même, et qui était pas spécialisé en risques psychosociaux. Donc en fait, moi, j'avais apporté une teinte autour de la santé au travail, donc on faisait des diagnostics pour des clients, mais c'était pas la majeure. Et peut-être, et puis Grégory, je sais pas exactement, tu disais que c'était demande entrante. Nous, on fonctionnait beaucoup, on travaillait beaucoup avec le public. Donc dans le public, en fait, selon les montants, là, et puis rapidement, en fait, on part sur des appels d'offres publics. Donc nous, on répondait beaucoup à des appels d'offres publics. Et dans ce cadre-là, en fait, on avait quand même des démarches RPS assez globales, mais c'était pas forcément pour toute l'organisation, c'était plus pour des secteurs spécifiques. Puis les deux là que j'ai en tête, qui étaient les plus récents, c'était vraiment dans la protection de l'enfance, donc qui étaient quand même des secteurs qui avaient des besoins particuliers, on va dire. Mais on était quand même sur du DIAG RPS, mais c'était public et c'était appel d'offres. Donc je sais pas si ça peut influencer. Et puis comme les appels d'offres, on est moins sur des plus petites sommes, peut-être que des interventions plus ciblées rentraient pas dedans. Donc c'est peut-être juste pour compléter à ce niveau-là. Et puis au Québec, puis au-delà du Québec, là, moi je dirais plutôt, parce que donc moi je travaille en interne et pas en externe à ce moment-là. Les demandes qu'on a généralement, et puis on en reviendra, peut-être que c'est en lien avec l'obligation légale au Québec qui est toute récente, toute nouvelle, et puis les risques psychosociaux, tout le monde le découvre. Enfin, tout le monde. Dans notre organisation, en tout cas, il y a une majorité de gens qui le découvrent. On nous appelle plus, moi, on m'appelle plus quand ça brûle. Vraiment dans une équipe où il y a du climat qui est très dégradé, tout le monde veut démissionner, il y a beaucoup d'absences, etc. Donc là, on va être plus sur de l'intervention tertiaire.
Mais avec la loi, on a un peu plus d'une demande au niveau de démarche RPS et de mise en conformité légale. Mais c'est contexte interne. Merci. Désolé, je mettais un message sur la conversation pour juste vous dire, n'hésitez pas si vous avez des questions en route. Alors, puis comme on a une heure, je ne vais pas forcément représenter tout, c'est quoi une démarche RPS, comment ça fonctionne, etc. Je vais plus aller sur une question, aller directement sur le terrain. On parlait tout à l'heure, Grégory, tu disais qu'il y avait un changement, puis que les gens le faisaient plus forcément que pour la loi, mais ils le faisaient aussi, on va dire, dans un souci de préoccupation plus, j'allais dire plus sain, c'est pas le bon terme, mais enfin, voilà, ils se sentaient concernés par le sujet, ils sentaient c'est des choses qu'ils voulaient faire de l'amélioration, c'est pas le terme que tu avais utilisé. Moi, ma question, c'est un peu, ben, quand vous arrivez, pour tous les trois, j'imagine que bon, la personne qui a fait la demande a conscience aussi de ce qu'il y a derrière le diagnostic, ou peut-être parfois à clarifier, mais forcément, il y a une approche bah, des différentes équipes, des personnes qui travaillent, ou des différents, enfin, du périmètre pardon, autour duquel vous allez devoir faire le diagnostic. Moi, je suis un peu curieux de comment ça se passe pour vous quand vous arrivez dans une équipe, entreprise, un groupe, et que vous devez vous présenter, vous devez présenter bah, ce qu'est un diag RPS et comment vous êtes reçu. Alors, j'imagine que il y a différents types de perceptions, mais bah, comment on se pointe dans une entreprise, si je peux dire ça comme ça, dire bonjour, je suis psychologue du travail et je dois faire un diag RPS, je dois parler avec vous. Moi, je désigne pas forcément de répondant, allez-y comme vous le sentez. Ok, bon, je prends la main sur ce tour-là. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même une nuance hein, vraiment à mettre dans mes propos. C'est que nous, on a la particularité de pouvoir fonctionner qu'en faisant de la demande entrante, ce qui est quand même Mm. atypique dans le milieu du conseil. C'est-à-dire que nous, tous ceux avec qui on travaille, d'une part, bah, ont envie d'avancer sur les sujets, et en plus, nous, on fait le choix. C'est-à-dire que nous, en plus, on trie, on prend vraiment ceux dont on considère que toutes les conditions sont réunies pour pouvoir bien avancer. Globalement, c'est le cas pour tous. On n'a jamais, c'est très, 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 très rare. Juste parfois ce qu'on rencontre, et c'est aussi un sujet, mais bon, là, on pourra l'aborder dans ce webinaire ou dans un autre, c'est qu'il y a aussi peu de choses qui sont légiférées sur le sujet en France. N'importe qui, globalement, à partir du moment où il est psychologue, et encore pas que, peut faire du conseil sur ces sujets-là. Et ce qui est une vraie problématique, c'est qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup de choses qui sont ultra bullshit sur le sujet, et donc en fait, on a un niveau de méconnaissance sur ces sujets dans les entreprises. Alors, souvent, nous, on a beaucoup de choses à déconstruire chez les clients. Et parfois, on leur dit objectivement, ne payez pas pour faire ça. Vous avez vous-même les moyens d'agir et de pouvoir intervenir sans même faire venir un consultant ou un intervenant extérieur. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en effet, dans les AO, c'est ce qu'on observe. Alors nous, on a fait le jeu, on a testé de répondre à quelques AO. L'avantage, c'est que tu as les résultats en fait des cabinets qui sont choisis. Là, on a fait un test hein, sur, par exemple, 10 AO, les 10 personnes qui ont été choisies. Alors, il faut le savoir que les AO, c'est pipoté d'avance. Hein. Nous, en toute transparence, hein, parfois, on nous demande de répondre à des AO juste parce qu'on sait qu'on va être choisi, mais il faut respecter ce cheminement-là. Donc, on nous demande de le faire. Mais bon, on n'a pas besoin de prendre trop de temps pour le faire parce qu'on sait qu'on va être choisi. Donc, ça, c'est l'avantage. Mais on voit que dans les cabinets qui sont choisis parfois dans les AO, il n'y a aucun spécialiste de la prévention des risques psychosociaux dans les membres du cabinet, en tout cas dans les équipes du cabinet, là où la demande précise, explicitée est le sujet. Donc, si tu veux, en fait, et moi je le vois avec des clients, parfois en fait ils ont travaillé d'habitude avec des cabinets où en fait ils sont à milieu en fait d'avoir bien été informés sur ce que sont ces sujets et le niveau de conseil est catastrophique. Voilà. Donc déjà, quand on arrive, en fait, nous, on s'assure déjà, en fait, de tout ce qu'ils ont déjà eu à voir, à connaître sur les sujets, pour venir vraiment déconstruire, en fait, ce qu'on leur a mal appris sur les sujets. Et c'est pour ça que parfois on voit qu'il y a plein de bonne volonté. Et en fait, je pense qu'on doit aussi nous regarder de notre côté, c'est qu'il y a beaucoup de professionnels du conseil qui sont pas bons. Euh, et donc, du coup, on a aussi des entreprises qui, pendant des années, ont été habituées à des façons d'appréhender les sujets au travail qui ne sont pas la bonne façon de faire. En tout cas, je pense certains, Antoine, qui a une expérience plus récente, je pense que a déjà été probablement étonné de certaines choses que l'on peut voir observer. Donc, en fait, si tu veux, nous, le premier travail que l'on fait, c'est essayer de comprendre ça, où ils en sont, quels sont concrètement leurs besoins. euh, et aussi, moi, je suis très transparent avec eux en leur disant ce qu'il est raisonnable de pouvoir espérer de ce type de démarche.
en fonction de leur niveau de maturité, des problématiques qui sont en place. Parce que ce que tu dis, Chloé, est très juste. Quand on nous sollicite, en général, c'est que déjà le torchon il brûle, hein. En général, c'est très rare de nous faire intervenir. Si j'en ai une actuellement où ils font de- plein de choses, vraiment plein de choses. Et là, ils me disent, on aimerait encore aller plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais ça, c'est très rare. C'est souvent quand il y a des sujets qu'on nous sollicite. Donc vraiment, moi, le premier travail que je fais, c'est voilà, essayer de comprendre ce qu'ils ont fait, comment ils ont été accompagnés, conseillés, ce qu'ils comprennent de ces sujets, quelles sont réellement leurs problématiques, les moyens dont ils disposent pour y faire face. Est-ce qu'ils ont un niveau de maturité pour qu'on puisse en tout cas vraiment les accompagner ou parfois totalement les assister, hein, parce qu'en fait, ils partent de trop loin, afin de leur proposer l'accompagnement le plus juste qui tendra à un moment donné à les rendre autonomes et plus éveillés à ces sujets, et pour éviter qu'ils tombent dans certains pièges dans lesquels parfois ils peuvent être emmenés par les cabinets conseils. Antoine, Chloé, Je rejoins totalement Grégory. Le premier objectif, c'est qu'on ait un niveau de connaissance similaire, aussi bien nous sur les difficultés qu'ils peuvent déjà rencontrer et eux sur le niveau d'accompagnement qu'ils peuvent espérer, les ressources qu'ils peuvent mettre en place, que ce soit avec le commanditaire, le CSE, et même quand on présente la démarche aux collaborateurs pour éviter des attentes qui sont juste intenables et que la démarche fonctionne sur le long terme, parce que c'est toujours ce qu'on vise quand on réalise un diagnostic RPS. Ce qu'on aime dire, c'est que c'est le début, on prend une photographie, mais que l'idée après, c'est qu'il y a un suivi, un plan d'action qui se mette en place et qu'il y ait vraiment une amélioration continue. Donc, c'est vraiment essentiel d'informer, de communiquer et vraiment d'être, j'ai envie de dire, à disposition pour donner toutes les informations nécessaires et complémentaires pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. et autre question, je commençais par la poser à Chloé, puis après je pourrais vous la poser tous les deux, Antoine, Grégory, parce qu'on parlait des demandes entrantes qui mettaient un petit peu on va dire un biais peut-être dans les personnes que vous voyez. Mais là, on voit, tu sais, il y a la notion de bien informer, bien mettre au courant, puis que tout le monde soit au fait. C'est quoi pour vous tu sais, les plus gros, j'allais dire justement, les plus gros bloquants qu'on peut rencontrer quand on est justement sur ce type de démarche. C'est-à-dire que on vient, on sait on comprend un petit peu le périmètre, on rencontre chacune des personnes, puis on leur explique un peu la démarche qui on est, puis vers où on veut tendre. Puis, mais j'imagine que tout se fait pas comme sur l'autoroute facile, même quand on a des demandes entrantes, qu'il doit bien avoir certaines choses bloquantes. C'est pour vous le premier bloquant qui vient quand vous dites quand j'ai une démarche, je sais que ça, c'est peut-être le moment qui va être le plus complexe. C'est peut-être pas forcément toujours le même. Pour répondre, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. Déjà, moi, généralement, comme c'est en interne, puis je vous ai dit, la notion de RPS, elle est plus ou moins connue. Généralement, déjà, au départ, on a une demande pour autre chose, genre une résolution de conflit, une médiation, un atelier sur la communication non violente ou autre. Donc, en fait, nous, il y a déjà tout un truc un peu de déconstruction et d'analyse des besoins réels, parce qu'en fait, on le sait, on pourrait les faire systématiquement, par exemple, les formations, etc. Mais en fait, on potentiellement, ça répondrait pas aux besoins réels. Donc, il y a un peu de ce travail de déconstruction avec les personnes qui nous demandent, donc généralement des gestionnaires de proximité, pour dire, est-ce que c'est ton besoin réel? Et puis leur expliquer la démarche plus globale. Le premier frein, c'est quand on leur explique un peu la démarche plus globale. Et puis là, on n'est pas sur un diagnostic organisationnel, on est vraiment sur les équipes de travail. Donc, une équipe de travail, quand c'est une dizaine de personnes, ça va pas être la même chose que quand on a des équipes infirmières, parfois de 200, 300 personnes. Néanmoins, on reste sur quand même du diagnostic de proximité, j'appellerais. Mais des fois, ça leur fait peur. Parce qu'en fait, quand on leur explique un peu toute la démarche et puis qu'on va aller questionner leurs employés plus largement, des fois, le premier frein, c'est juste, ils vont vous dire tout ce qui va pas. Donc, en fait, les RH vont être au courant de tout ce qui va pas et potentiellement de ce que moi, je fais pas bien dans mon travail. Parce que au niveau des gestionnaires de proximité, on le sait, là, ils sont vraiment entre les employés et puis les plus hautes directions. Et puis là, on est dans un système de santé avec pas mal de pression au Québec, on va dire ça comme ça. Donc en fait, on sait qu'ils sont coincés et puis ils peuvent pas faire tout ce qu'ils souhaiteraient faire. Donc déjà, il y a un peu, je pense, cette peur-là. Et puis pour donner un autre frein un peu différent, donc au niveau d'un hôpital, tout ce qui est équipe administrative, donc infirmières et autres, professionnels, etc., c'est assez simple parce que ça dépend de la structure administrative. Mais par contre, quand on touche au médical, donc à nos médecins, et puis à Sainte-Justine, on a un hôpital
très spécialisé, donc on n'a que des médecins spécialistes, donc c'est des hyper experts. Quand moi j'arrive et que je suis pas psychologue du travail au Québec parce que j'ai que une maîtrise et puis que j'ai pas encore fait ma demande d'équivalence, bah ça peut tiquer en fait. Donc je ramènerai un peu des fois le frein du titre et puis donc ce qui fait que des fois en fait on fait appel à des cabinets externes avec des psychologues organisationnels qui ont un doctorat au Québec et puis tu sais, je l'entends complètement. Mais en fait des fois c'est le titre ou le statut ou la légitimité de la démarche qui parfois en interne peut-être paraît moins qualitatif qu'à l'externe. Puis pour avoir fait un petit peu des deux, c'est sûr que moi quand je le sentais là quand on était à l'externe et puis qu'on avait été choisi, etc. Comme si on avait la légitimité qui était. Enfin, en tout cas, moi, dans mon cas, la légitimité, elle était dès le départ. En fait, on arrivait puis on l'avait. Quand on est en interne, parfois ben, avec des super experts, on va dire ça comme ça, bah, il y a tout un travail, en fait, c'est pas de la négociation, mais pour expliquer puis pour justifier bref, que ce qu'on va faire, ça va être du bon travail aussi. Donc, j'apporterai ces deux freins-là qui sont un petit peu différents l'un de l'autre. Ok, donc, à la fois, j'entends beaucoup le côté légitimité mais c'est lié à l'interne, ça, enfin, de ce que je comprends. Je pense. Et puis au titre, peut-être quand même. Ouais. Peut-être pour Grégory, Antoine, j'imagine que ça doit être d'autres. Je te rejoins, moi, Chloé, sur plusieurs aspects. Alors, le premier frein que je vois, il est clair, nous, c'est la volonté ou non, notamment des acteurs de la direction, de travailler ou non sur ces sujets. Alors, parce que parfois, nous, ceux qui nous sollicitent sont parfois et souvent les acteurs RH, et on voit que quand finalement il faut impliquer la direction, donc vraiment le top management, là, pour le coup, que dire? Il n'y a pas de volonté. Alors, on s'est fait aussi, je pense, notre propre mal. Alors, parce que les RPS, encore une fois, les conseils qu'il y a sur le sujet, fait parfois pas de bonne qualité et qui a une connotation ultra négative. C'est pas même pour ça d'ailleurs, concrètement. Alors, on pourrait en débattre pendant très longtemps entre les logiques QVCT et RPS. Pour moi, hein, quelqu'un qui fait du conseil en RPS, s'il le fait très bien comme il devrait le faire, globalement, tu te rapproches de façon quasiment, c'est quasiment une démarche QVCT pour moi. Voilà. Encore faut-il bien faire une démarche de prévention des RPS. Donc en fait, en effet, la même chose, il y a souvent une vraie appréhension de faire ressortir bah, des sujets forts de tension, parce que des fois, il peut y avoir une atteinte à une image dans un monde actuellement qui est ultra concurrentiel, où tout est très vite médiatisé. On voit qu'il y a une vraie appréhension que certains sujets ressortent, et qu'ils mettent à mal l'entreprise. Donc ça c'est une vraie difficulté, et je pense la première, moi, que j'observe. Nous, c'est clair, moi, si je vois qu'il n'y a pas de volonté de direction, je me désengage. Je dis, bah, ok, bah, faites avec quelqu'un d'autre. Moi, je ne vais pas prendre le risque, parce que finalement, ce ne serait pas moi en plus qui intervient. Souvent, c'est mes équipes. Elles vont se mettre en grande difficulté parce qu'elles vont pouvoir être que la source d'une frustration de ceux qu'ils vont rencontrer. Donc, s'il n'y a pas d'engagement de la direction, franchement, il ne faut pas y aller. C'est vraiment soumis qu'à frustration et insatisfaction in fine. Voilà. Ça, je pense que c'est le premier, vraiment, moi, vraiment point bloquant. Et après, pour parler de nous en tant qu'acteurs professionnels, parce que alors, moi, je le connais plus aujourd'hui, je l'ai connu, mais je sais que parfois c'est évoqué par les consultants, c'est cette question en effet de la légitimité. Parce que même en France, hein, pour le coup, je sais que moi, mes équipes souvent se font challenger. Alors, désolé, hein, mesdames, mais souvent les filles. Euh, un garçon, quand on est psychologue, c'est un avantage parce qu'on est quand même beaucoup moins nombreux. Et donc, du coup, je le vois bien, moi, sur mes équipes, que celles qui se font souvent plus challenger en termes de légitimité, au regard de leur âge, etc., ce sont souvent les filles. Voyez, on va leur mettre en avant qu'elles sont un peu jeunes. On va pas dire qu'elles sont filles, hein, mais elles sont beaucoup plus embêtées sur leur âge, sur leur niveau d'expérience, sur leur niveau d'expertise, quand ce sont des filles chez nous. Et ça, pour le coup, ça peut être un frein. Nous, c'est pas grave, parce qu'on a la structure. Moi, j'ai quasiment personne qui intervient seul. Ils interviennent souvent en binôme. Et puis, si vraiment il y a un problème, pas de sujet, hein. Moi, je vais pas mettre mon consultant en difficulté. On fait un switch et on change, en tout cas, de profil. Mais voilà, ça peut être des freins. Voilà. Un qui est pour moi le plus évident, un que moi je perçois pas, mais je sais que les consultants parfois me l'évoquent, ils me disent bah oui, toi c'est facile, tu as juste à dire ça, ils suivent, mais moi, ils me font galérer, chaque réunion, il faut que je bataille, etc. Voilà. Donc il y a ces deux réalités-là qui peuvent aussi parfois s'opposer. Et puis, je vais faire une transition parfaite. Je posais la question pour Antoine et Chloé qui sont, on va dire, plus jeunes psychologues du travail que toi, justement, si ça vous est arrivé, hein, mais d'être un petit peu face à ces petits blocages
légitimité ou de jeunesse dans le poste? C'est quoi un peu je dirais pas qu'il y ait de solution miracle, mais un peu vos usages ou qu'est-ce que votre méthode à ce moment-là, justement, pour réussir à passer outre? Alors, donc moi, ça fait un an que je suis diplômé. Je me suis lancé immédiatement à mon compte pour intervenir sur ces champs-là. Donc, nécessairement, j'arrive avec aussi une maturité à construire, que ce soit sur la crédibilité et la légitimité. Après, voilà, comme Grégory a pu le dire, je reste un homme, donc c'est plus simple. J'entends davantage de discours de la part de mes collègues féminines. Pour autant, la jeunesse, ça se voit quand j'arrive en entretien et qu'on me dévisage rapidement en se disant bah, qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce que c'est le stagiaire? Est-ce que c'est le professionnel? Qu'est-ce qu'il va nous faire faire? Et là, l'idée, c'est vraiment dès le début de l'entretien de recadrer et d'expliquer en fait que je suis tout à fait légitime à être là, que j'ai les diplômes pour, j'ai les connaissances pour. Et généralement, quand on recadre immédiatement, ça se passe bien. Après, je dis pas que c'est parfait. Par exemple, on peut avoir des commanditaires qui essaient un peu d'avoir des infos en repassant par exemple par Grégory ou par d'autres consultants, d'essayer d'avoir plusieurs points de communication pour voir s'il n'y a pas un petit élément où il pourrait avoir une info en plus, une autre organisation ou quoi. Après, il faut aussi, voilà, nous derrière, et on a la chance de pouvoir bien communiquer, d'expliquer en amont qu'est-ce qui a pu être bloquant, etc. Et c'est vraiment là les deux points qui font que ça se passe généralement très bien. Et merci. Puis toi, Chloé? Bah, moi, je vais prendre l'exemple interne. Je vais prendre l'exemple interne. Je pense qu'il y a, tu sais, il y a aussi une différence entre est-ce que c'est le commanditaire, comme tu appelles Antoine, tu sais, ou la personne qui demande l'intervention, ou alors si c'est les bénéficiaires. Tu sais, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Généralement, moi, ce que je fais, puis je le dis, c'est le contexte interne, donc ça reste mes collègues de travail. Et puis, on a un hôpital qui représente 7000 personnes, mais c'est un petit hôpital. Donc, en fait, on connaît rapidement quand même les différentes équipes de gestion et autres. Donc, je trouve ça assez facile de tisser les liens et puis avoir un peu des acteurs qui vont venir nous aider, nous épauler. Donc, je pense à des gestionnaires ou des directeurs, entre autres, qui sont convaincus, mais aussi ma propre gestion. Mais généralement, quand ça se passe, je vais un peu rigoler de la situation. Tu sais, je vais le prendre un peu à contre-pied et puis je vais un peu les questionner de bah, pourquoi tu penses ça, tu sais, est-ce que tu penses que ça a un impact, etc. Mais le contexte interne fait qu'on est quand même dans la relation, puis tu sais, on est vraiment en proximité, le tutoiement est absolument présent. Je sais pas si ça change quelque chose, mais moi, je me sens plus à l'aise d'aller sur ce genre d'interaction-là avec du tutoiement. Et puis sinon, l'autre stratégie, parce que je l'ai eu plus récemment avec plus au niveau des médecins, pour le coup, comme je parlais tout à l'heure, mais je vais être un peu comme très explicite sur la méthode, qu'est-ce qu'on va faire, donner des exemples de ce qui a déjà été fait, qui a fonctionné et autres. Mais sinon, je vais aussi aller sur, bah, on va le tester. Tu sais, moi, je vous propose qu'on le teste, qu'on expérimente, et puis qu'on va se dire, bah, tu sais, on se donne 2, 3 mois, puis on refait un bilan, on en reparle, ou moins, bref, etc. Et puis des fois, là, le côté, bah, on le fait sur du court terme, et puis je m'adapte, et puis tu sais, si vous en voulez pas, bah, je vais me retirer, et puis tant pis, là, tu sais, comme c'est des demandes qui viennent de leur part, généralement, ils finissent par être convaincus. Et puis le meilleur exemple que j'ai eu, c'est que j'ai fait ça avec une médecin récemment, qui après coup, en fait, s'est remonté au niveau de la direction, et puis ils m'ont dit, oui, bah, c'est bon, elle a compris, t'as fait tes preuves, ça a calmé, etc. Donc je pense que le faire aussi, ça appuie la légitimité, et puis je sais que c'est une équipe qui va me rappeler, puis ils me rappellent. Donc je dirais un peu sur ces aspects-là. Mais je pense que, ouais, globalement, j'irais plus sur le fait de pas se laisser démonter, là. Il y a un peu de quelque chose, c'est autour de la confiance en soi, etc. Euh, Oui, puis voilà. j'imagine, alors, je pose la question naïvement, mais je le sais un petit peu, mais j'imagine aussi que plus on en fait, plus on est, on va dire, à l'aise pour s'affirmer derrière. Donc, Absolument. je vais avancer un petit peu dans la démarche parce que je vois le temps, puis j'aimerais aussi qu'on Mm. parle de la situation qu'il y a, puis je sais que Grégory va nous quitter un petit peu plus tôt. Du coup, je vais poser une question. Alors, je saute quasiment à la fin du diagnostic, mais je pense qu'on pourra revenir sur certains points qu'il y a dedans. Mais tu sais, pour vous, puis pour toi, Grégory, comme ça, après, tu pourras être libéré. Mais c'est quoi euh, on va dire, un bon diagnostic RP? Alors, ton question paraît très large, mais c'est-à-dire qu'à la fin, quand vous avez fini votre démarche, qu'il y a quelque chose à présenter, soit à la personne qui a demandé à la direction, tu sais, d'après vous, c'est quoi à minima, les informations qu'elle doit avoir, puis la suite, s'il y a une suite, s'il y a une suite. Alors, je vais partager moi, parce que je ne sais pas si toutes mes équipes partagent, je l'espère en tout cas, mais je vais partager moi en tout cas ce qui fait pour moi une satisfaction d'une démarche bien faite. Euh,
moi, en tout cas, ce à quoi je peux m'engager auprès des gens que j'accompagne, des entreprises que j'accompagne, c'est de faire le retour le plus fidèle possible de leur situation de travail. Ça, je peux m'y engager, parce que par définition, la suite, je ne pourrais pas m'y engager. Par contre, de dire, voilà, je vais essayer de retranscrire le plus fidèlement possible ce que sont vos réalités et aujourd'hui les difficultés, par exemple, dans lesquelles vous pouvez être, ou aussi parfois les choses plutôt satisfaisantes qui se présentent à vous. Ça, moi, c'est ce à quoi je m'engage toujours. C'est-à-dire que si je fais une restitution et que les gens me disent, OK, je me retrouve pleinement, c'est fidèle à ce que je vis. Voilà, merci voilà, d'avoir pu retranscrire cela. Pour moi, c'est une démarche qui est réussie. C'est là où moi j'éprouve vraiment de la satisfaction quand j'ai l'impression de ne pas les avoir trahis, qu'ils se retrouvent dans mon diagnostic. Parce que s'ils se retrouvent dans le diagnostic, ça va aussi permettre au moment des restitutions de d'engager encore de façon plus certaine les directions sur le fait d'agir derrière. Sachant que voilà, moi, c'est d'ailleurs, les équipes, elles le savent, c'est sur ce qu'on leur demande de faire, que le retour soit le plus synthétique, mais le plus exhaustif et surtout représentatif possible de leur réalité. Et sachant que nous, après, on va limiter volontairement le nombre de préconisations. En général, on leur demande de jamais faire plus de 5 préconisations. On le sait que c'est très compliqué, hein, ce ne sont pas des gens dont c'est absolument le métier, qui ont plein d'autres choses à faire et à gérer. Et donc, du coup, on demande voilà, de faire des actions qui soient sensées, qui soient réalisables, qui soient réalistes, pour s'assurer qu'elles puissent être mises en œuvre. Et surtout, nous, qu'on assure un suivi, c'est-à-dire qu'on les revoit 3 mois après pour savoir s'ils ont pu mettre des choses en place. Si tel n'est pas le cas, alors pourquoi? Est-ce qu'il y a des choses qui font qu'on réajuste? Et ça, c'est quelque chose, nous, qu'on souhaite vraiment développer et renforcer pour que nos consultants puissent vraiment accompagner au plus près des réalités et des difficultés du client. C'est-à-dire pas, on a fait notre mission, on s'en va. Non, on veut vraiment les aider pour faire pleinement notre travail de prévention sans qu'ils soient derrière accrochés à quelque chose de commercial. Moi, qu'ils prennent nous ou quelqu'un d'autre, je m'en moque. Moi, ce qui m'importe, c'est que les situations qui ont été partagées, elles puissent être considérées. Voilà. Et c'est en ça que moi j'éprouve vraiment de la satisfaction et voilà, et j'espère que moi mes équipes, c'est là-dessus qu'elles puissent aussi se réaliser. Je suis désolé, du coup, normalement j'avais pas de contrainte, mais j'ai un rendez-vous d'urgence là à traiter, là, il va falloir que je me connecte. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir échanger, mais vous êtes entre de bonnes mains, entre Romain, Antoine, Chloé. Je pense que vous allez pouvoir continuer à échanger sans moi, sans difficulté. Et puis voilà, avec plaisir pour se retrouver sur un prochain temps. En tout cas, merci Romain pour l'animation et l'organisation et aussi à Chloé. Je sais que vous y êtes pour beaucoup, donc merci à tous les deux. Merci à toi. À très bientôt. Bye. Alors, je vous laisse répondre, ou Antoine et Chloé aussi, pour vous. C'est quoi Pour ma part, déjà, c'est rien qu'en fin d'entretien, quand les personnes avec qui tu as pu échanger te disent c'est super chouette, on a eu un lieu d'échange, on s'est senti compris, on a vu aussi qu'en fait, on peut avoir les mêmes difficultés alors qu'on n'en avait jamais discuté. Et après, comme vous le dire, Grégory, c'est que ça se retranscrive dans le rapport. Et ce qui facilite aussi la présentation du rapport in fine aux collaborateurs. Parce qu'on sait très bien que s'ils ne s'y retrouvent pas, en fait, ça va créer une frustration, on va faire 3 pas en arrière. Donc vraiment, c'est cette représentativité qui dit, OK, on a été écouté, ça a été transmis. Et après, il y a une partie qui est dans les mains aussi de la direction par rapport à ce qu'ils vont faire après, le plan d'action. Et l'avantage de les suivre à 3 mois, c'est qu'on se revoit, on fait le point sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et même pour nous, en tant que consultants, en fait, c'est hyper enrichissant et ça aide aussi à gagner en légitimité en voyant, OK, cette intervention-là, 3 mois après, les choses ont bougé, il y a vraiment eu des actions mises en place et ça permet d'avoir de la reconnaissance et de se sentir utile dans son travail. Ouais. Merci. Pour compléter rapidement, je pense qu'en effet, nous, il y a le côté un peu soutien de proximité. Quand on va voir justement les équipes terrain, il y a quand même un truc de merci, j'ai eu un espace en effet d'échange et puis mon organisation est là pour moi. C'est en termes d'expérience employée plus globalement et puis de fidélisation, là, je pense que c'est important. Mais c'est aussi après coup, parce que moi, je me bats toujours dans l'hôpital, je retourne dans les secteurs à plein de moments, etc. Et puis les gens, on les recroise, on les reconnaît, ils se rappellent de nous. Donc en fait, il y a un peu ce truc-là, qui est un peu plus informel que des fois le suivi là qu'on fait comme tu disais là, à 3 mois entre autres avec la gestion, mais qui est un peu comme je vais leur poser la question de ah comment ça va en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé depuis, aller chercher un peu ce côté-là plus informel. Et puis à ce moment-là, quand on nous dit bah c'est super, il y a eu tel truc, ça a changé, etc. On a des fois des aspects plus négatifs qui ressortent ou des nouveautés.
Mais ce côté-là, je pense que c'est important. Et puis l'autre point, pour moi, qui est un peu synonyme d'une démarche réussie, parce que c'est pas le cas tout le temps, voire c'est plutôt une des exceptions là, mais c'est le côté où tu as un gestionnaire qui revient vers toi, qui a son plan d'action, il l'a tout construit, il dit bah là on en est là, on a fait tel truc, j'aurais besoin d'aide pour ça, est-ce que tu peux revenir pour... Puis c'est eux qui sont complètement organisés, ils ont pris la main complètement sur le dossier. Et puis ils t'appellent quand ils ont besoin de toi et pas comme toi qui vas les relancer de où est-ce que t'en es, est-ce que tu as fait tel truc, et puis que ça rame, ça rame, ça rame. Donc je pense que ce serait ce point-là. Et puis peut-être le dernier aspect, c'est il y a certains plans d'action. Là récemment, par exemple, j'ai eu quelque chose autour de la violence au travail parce qu'on est sur du public usagé. Et puis on a développé un nouveau contenu de formation. Donc, peu importe le contenu. Mais en fait, on se rend compte que c'est un besoin qui est très global dans notre organisation et qui pourrait même être très global dans le réseau de la santé au Québec. Et puis on se dit, bah ok, bah, on va le tester, on va voir si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Et puis potentiellement, après, on va pouvoir le mutualiser, le développer, le faire rayonner dans le réseau. Et en fait, on se rend compte qu'il y a certaines actions là qui peuvent être bénéfiques bien plus largement. Puis bref, donc dans des grosses organisations, là, je trouve ça intéressant. Donc ce sera un autre bénéfice qui n'est pas directement pour les personnes, mais qui bénéficie à d'autres. Donc ça, je trouve ça intéressant. Merci pour tous les deux. Je fais je suis désolé, j'ai l'impression de courir un petit peu après le temps, mais en même temps, c'est que il y a tellement à dire sur le sujet, puis je pense qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait explorer et voir plus tard. Je voulais garder un petit temps parce que, comme je disais, il y a quand même des gros changements ici sur le côté Québec, mais que vous allez l'entendre, il y a énormément de parallèles qu'on peut faire avec la France et des points enfin, il y a plein de points communs. Alors, pour vous expliquer un petit peu le contexte, je pense que Chloé en parlera mieux que moi, puis elle pourra mettre des détails, mais c'est qu'on a des gros changements sur la loi qui encadre tout ce qui est risques psychosociaux, mais aussi violence et harcèlement au travail, et qui viennent d'être mis en place. Alors, qui viennent d'être mis en place. Il y avait un régime intérimaire, puis maintenant, il commence à être appliqué. Je ne vais pas forcément entrer dans les détails, mais qui amène toutes les structures, je pense, ou peut-être sauf celles où il y a Ouais, vraiment un tout petit effectif à avoir une politique. Non, ouais, c'est ça. tout. Toutes les structures à travailler sur leurs risques psychosociaux, à faire un diagnostic. C'est notre cas à l'hôpital. À titre personnel, j'en mène un aussi dans une autre organisation sur laquelle j'interviens en dehors, mais avec beaucoup de questions que ça amène, dans le sens où là, on va dire, on entre sur le côté, maintenant vous êtes obligé, avec toutes les questions que ça peut amener, tous les points. Donc peut-être Chloé, toi qui es impliquée là-dessus sur une plus grosse structure que moi, peut-être tu pourrais venir un petit peu sur ce point et aussi sur les interrogations que nous, ça nous amène, le travail qu'on doit faire autour, etc. Ouais. Je vais essayer de le faire rapidement. J'aurais aimé qu'on puisse avoir potentiellement des questions, mais ouais, on pourra peut-être revoir la durée. Euh, Grosso modo, oui, les risques psychosociaux, là, c'est une nouveauté. C'est entré en vigueur tout début octobre, donc c'est vraiment, vraiment nouveau. Et puis, en effet, les attentes ne sont pas les mêmes selon si on est moins de 20 employés, slash plus de 20, et puis jusqu'à des milliers. Euh, euh, et puis, il y a d'autres obligations qui entrent en jeu. Là, entre autres, je nommerai juste, il y a des choses qui changent autour des comités santé-sécurité et puis autour des représentants santé-sécurité. Donc, en fait, on a des personnes là dans les équipes qui vont pouvoir être nommées par entre autres, les instances syndicales pour faire de la prévention sur le terrain. Donc, c'est des gens qui n'ont pas forcément de formation à ce niveau-là, mais qui vont aussi devoir traiter des risques psychosociaux. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut imaginer ce que ça représente comme enjeu. Mais plus globalement, tu sais, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment hyper intéressant. Et puis, on sait qu'on est dans des milieux à risque, comme partout, là, il y a des accidents de travail qui sont quand même importants. Et puis, c'était très axé santé physique, ergonomie, risques chimiques, etc. Donc, le fait qu'on rapporte les risques psychosociaux, je pense que c'est vraiment essentiel. Mais par contre, c'est sûr qu'en termes d'enjeux, bah, il y a eu une espèce de vague. Moi, par exemple, j'ai été recrutée parce que cette loi arrivait et puis bah, on avait besoin de personnes. Donc, il y a quelque chose autour des compétences là qu'on est venu chercher plus dans les domaines RH. Néanmoins, je le disais tout à l'heure, entre autres, les psychologues du travail ont des doctorats au Québec. Donc, au niveau des structures RH, selon les financements, bref, ça coûte pas la même chose. Donc, est-ce qu'on a accès aux ressources spécialisées? Pas tout le temps, j'imagine. Et puis plus globalement, en fait, en termes de connaissances, vulgarisation, expliquer l'obligation légale et les risques psychosociaux en même temps, c'est compliqué. Nous, on est sur beaucoup de mouvements là, au niveau de nos gestionnaires de proximité.
C'est pas simple. Il y a quand même un gros effort de vulgarisation, mais les lois évoluent rapidement et puis n'est pas tout à fait ficelé parfaitement. Donc en fait, même en termes de communication, nous, on ne le sait pas complètement. Et puis l'instance là qui est au Québec, qui est la CNESST, est pas toujours au clair, en fait, même quand on les questionne. Donc il y a un peu ce flou-là, je pense, qui est compliqué. Et puis après, au niveau des obligations, là, il y a tout ce qui est évaluation, prise en charge des risques, mesures correctives, etc. Mais nous, puis je veux juste faire le focus là-dessus, là, mais en termes d'enjeu principal, ça va être l'évaluation organisationnelle qui demande en fait un effort qui est assez important. Et puis comme l'obligation légale est nouvelle et puis que les référentiels de risque, c'est pas les mêmes qu'on a exactement en France. Ça se base sur le rapport Golac, mais c'est pas tout à fait les mêmes risques, etc. Entre autres, par exemple, ce qui est événement à potentiel traumatique, c'est dans les principaux. Et on l'a pas aussi explicitement là dans les outils validés qui existent. Donc en fait, en termes d'outils, si on veut des outils validés qui se collent à l'obligation légale, on n'en a pas trouvé. L'INSPQ est en train de les développer, là, qui est un organisme au Québec. Mais bref, donc il y a les outils d'évaluation pour être conformes. Et puis, il y a le fait de dire, bah, il va falloir faire une évaluation globale. Là, nous, on est sur 7000 personnes à peu près. Bah, des directeurs qui n'ont pas forcément entendu parler de ça avant, qu'il va falloir leur expliquer que c'est une obligation légale, qu'ils n'ont pas le choix d'y aller, sinon ils pourront avoir entre autres des amendes, et puis on pourra avoir des inspections des inspections de la CNSST, mais qu'il va falloir faire une démarche majeure dans un système qui est en mouvement. Là, je fais principalement pour là où je travaille. Bah, c'est beaucoup de négociations, et puis je ne sais pas si c'est dans les priorités réelles. Parce que en fait, le pas est majeur. Parce que, bref. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, Romain. Mais Oui, puis bah, tu sais, pour compléter aussi, il y a quand même, au-delà de la démarche, il y a beaucoup de démarches qu'on fait qui sont, comment dire, pour développer une culture aussi, et une connaissance des risques psychosociaux. Je veux dire, en fait, on a là en tant que tel la loi qui entre en vigueur, puis le besoin de faire comprendre aussi ben, qu'il y a cette obligation, mais je pense qu'on va un petit peu au-delà de ça, de faire que lentement, un petit peu comme on en parlait tout à l'heure, que ce soit plus vu sous le prisme de je fais une demande parce que j'ai pas le choix, mais je fais une demande parce que je comprends ce que c'est. Donc il y a un petit peu plein de choses aussi qui sont périphériques. Peut-être c'est depuis pas longtemps les articles qui sont mis dans la newsletter pour parler de santé mentale, le fait d'essayer de démocratiser un petit peu le sujet, le fait qu'on crée des outils et qu'on forme d'autres personnes pour nous aider dans cette démarche-là. Il y a un petit peu certes, il y a la démarche en tant que telle et ce qu'on doit faire, mais il y a un petit peu toute la culture qui a mm, essayé d'être mise en place. Et c'est vrai que quand c'est quelque chose qui n'est pas forcément installé, c'est un peu complexe. On va dire qu'il y a des petits freins, il y a des freins là-dessus qu'on peut rencontrer. Et puis, tu sais, pour des personnes comme nous, tu sais, moi, ça fait pas 20 ans que je suis diplômée, mais tu sais, les risques psychosociaux en France, on en parle depuis super longtemps. Tu sais, je pense que c'est début des années 2000, quelque chose comme ça. Je n'ai pas les dates en tête. Mais il y a quand même quelque chose ça fait partie du paysage. Et puis, on les appelle comme ça ou pas comme ça, mais tu sais, on en parle. Là, au niveau du Québec, dans la recherche, c'est impressionnant. Tu sais, il y a énormément d'universités qui travaillent là-dessus et c'est hyper développé, mais dans le milieu de travail où moi, je me suis retrouvée spécifiquement, je le voyais moins. Donc après, il y a peut-être aussi ce décalage-là. Puis là, et puis, tu sais, genre, qu'on approche de la fin, puis bon, je te pose la question, mais on travaille un petit peu dessus tous les deux, mais c'est quoi les plus gros. C'est les plus gros freins ou les plus gros objectifs, les plus grosses échéances ou choses à faire là, dans les choses à venir, dans une démarche qui est en train d'être mise en place, on va dire, dans les entreprises, qui est déjà une obligation légale. Donc, on a vu qu'il y avait l'explication qu'on doit faire un petit peu à tous, de créer un environnement qui soit un petit peu plus propice à la compréhension, mais je dirais que c'est quoi nos plus grosses marches à gravir Hum, pour. Bah, je pense que parce que si on parle de la loi globalement, je pense que les risques psychosociaux, c'est peut-être pas le sujet qui crée le plus de freins actuellement. Tu sais, je pense que les organisations se concentrent plus sur ce que je vous nommais tout à l'heure, là, sur les représentants santé-sécurité, parce que c'est un changement majeur et puis ça demande des ressources. Là, nous pour l'hôpital, je crois que c'est les 5 personnes qui doivent être nommées, financées, etc. Donc, tu sais, il y a des enjeux financiers aussi. Donc, je pense que l'énergie est beaucoup là-dessus. Ce qui fait que les risques psychosociaux, peut-être un peu moins, mais si on cible sur les risques psychosociaux, je pense mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est plus la peur de soulever des problèmes et puis de qu'est-ce qu'on en fait après. Parce qu'en fait, légalement, une fois on le sait, on doit agir. Donc il y a ça. Et puis peut-être le dernier point où on m'a posé le plus de questions, c'est que
dans les risques. Donc, je vous disais événement potentiel traumatique, entre autres, mais il y a aussi tout ce qui est harcèlement, violence. Et dans la violence, il y a, il y a la violence, pardon, conjugale et familiale qui rentre. Donc, en fait, l'employeur a une obligation maintenant au Québec au niveau de la violence conjugale et familiale. Et donc ça pose beaucoup de questions parce que ça touche le privé, en fait, la sphère privée. Donc, ça pose de qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi ma responsabilité réelle, comment je traite ça, etc. Donc ça, cette question-là est majeure. Donc, je n'irai pas plus dans le détail, mais voilà. On n'aura pas le temps Euh, pour des questions. ouais, c'est-à-dire, je sais pas si certains ont des questions, moi j'en avais encore plein de notes, mais que j'aimerais aborder, mais peut-être je vous laisse la place avant, parce que moi t'as l'air de vouloir dire quelque chose, Chloé, vas-y. Bah, je me demandais juste si, si vous avez des questions, tu sais, on peut peut-être tout mettre dans le chat et puis y répondre ultérieurement ou refaire une autre sur le même sujet à voir, je Ok, sais pas. ouais. Mais pour finir un petit peu, pour pas finir sur on va dire les mystères de la loi, je vais peut-être juste vous poser une question à tous les deux, une question qui va pas être simple encore une fois, mais je suis un petit peu curieux, c'est de voir un peu, pour vous, allez, on va dire dans votre idéal, on va pas prendre la chose réaliste, mais idéal, là on arrive en 2026, on va dire qu'on sera en 2035, donc dans 10 ans. C'est comment vous voyez l'évolution de la perception, l'évolution autour justement des RPS en entreprise scolaire? Mais je parle vraiment de votre idéal, pardon, ma question est très mal formulée, mais voilà, qu'est-ce qui aurait changé? Qu'est-ce qui faciliterait un petit peu ces démarches? Qu'est-ce qui serait bien comme changement, que ce soit au niveau de la loi, des entreprises? Ce serait quoi le petit plus? De dire, ah, dans 10 ans, je suis content, on a avancé parce qu'on en est là. Je vais peut-être juste répondre rapidement, Antoine, puisque je dois quitter notre rencontre qui va commencer. Euh, Moi, il y aurait deux choses. Il y aurait quelque chose autour de la culture intégrée. C'est parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de risques physiques et de risques psychosociaux. Je pense que j'aimerais que tout soit vraiment mêlé. Puis peut-être qu'en France, ça l'est peut-être un peu plus, mais et puis que du coup, ça puisse être pris en charge par plus d'acteurs. Et puis par rapport à ça, mon deuxième point, ce serait intégré dans les pratiques de gestion. C'est vraiment pour de vrai. Là, tu sais, que ça fasse partie un peu du bagage de quand tu deviens gestionnaire, manager, etc. Tu sais, ça fasse partie intégrante des attentes qu'on a envers toi et puis de ce que tu dois animer au quotidien à ce niveau-là. Je vais me déconnecter. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci, Chloé. Antoine, je te laisse répondre du coup. Dans un monde Pour finir. idéal, ce serait déjà une évolution de la maturité organisationnelle. Mhm. Euh, Parce qu'on remarque quand même, donc nous, avec Sens et Cohérence, on a de la chance, c'est des demandes entrantes, c'est des conditions quand même très facilitantes. Pour autant, quand on intervient dans une entreprise où il y a une injonction, ben, elles sont pas volontaires, elles le font parce qu'il faut le faire, il n'y a rien qui est fait après. Et donc, ce serait idéal qu'on prenne conscience de l'intérêt aussi de mettre en avant ces sujets, de plus le voir de manière négative, mais de se dire, OK, on met en avant des problèmes. Dans tous les cas, il y aura toujours des problèmes, des contraintes au travail. C'est itinérant au monde du travail. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le bien-être des collaborateurs et se rendre compte que, en fait, si on améliore le bien-être des collaborateurs, on améliore la performance, on améliore la cohésion. Et en fait, c'est plutôt aller cet aspect où on voit le positif qui se dégage de ces interventions. Et d'une autre part aussi, mais là, on en est encore loin, mais idéalement, ce serait de rapprocher la santé mentale au travail avec la santé mentale individuelle sur le privé, parce qu'il n'y a pas une décorrélation de la santé mentale. Ce qui intervient au travail a un impact sur le privé, et ce qui intervient sur le privé a un impact sur le travail. Donc, ce serait vraiment de pouvoir lier les deux et de le traiter d'une meilleure manière. Mhm. Mais tu sais, pour rebondir, puis je trouve que ça fait une très belle fin, mais tu sais, quand tu dis on en est loin, finalement, peut-être pas tant que ça, parce que quand je vois, Chloé en parlait juste avant sur le changement de loi ici, il y a quand même tu sais, ce côté de devoir reporter quand tu vois que ton employé subit des violences au domicile, de devoir les reporter, c'est ta responsabilité en tant que gestionnaire, c'est là qu'on voit quand même qu'il y a une préoccupation de ce juste qui sort du cadre du périmètre du travail et de se préoccuper un petit peu en dehors. Alors, je comprends ce que tu voulais dire par là, que ce soit quelque chose de plus large, de plus englobant, Ouais, mais exact. on peut voir qu'il y a des petits pas, tu vois. Il y a des petits pas. Après, voilà, il faut que ça avance, il faut que ça mature. La Mhm. crainte que j'ai par rapport à ça, le fait qu'on parle de violence conjugale, etc., c'est un peu comme l'arrivée des enquêtes harcèlement en France, où en fait, maintenant, dès qu'un directeur entend le mot harcèlement, il diligente une enquête immédiatement, sans par exemple se rendre compte de tout l'impact que ça peut avoir
que ce soit sur le collaborateur, les équipes et l'entreprise elle-même. Et donc, on se lance dans une frénésie à aller sur toujours plus d'enquêtes, alors que parfois, c'est pas la meilleure solution Mm. et c'est pas suffisamment identifié. Mm. Je pense que les enquêtes pourraient faire tout un autre sujet de Oui, webinaire. Tellement certainement. Il y a plein de choses à dire, rien que il y a- sur la posture ou quoi, on pouvait en faire un. Mm. Ouais, ouais, Je me note ça mentalement, on pourra en reparler. Mais en tout cas, merci. complètement. Mais je veux dire, merci à Chloé et Grégory, même s'ils ils ont dû partir un petit peu plus tôt, mais ils avaient prévenu. Merci, mais tous, merci Antoine déjà pour avoir Avec parlé par plaisir. rapport à ton expérience aux autres. Merci à tous ceux qui sont venus pour écouter, pour échanger, prendre de l'information. Alors, comme je vous le disais, hein, c'est vraiment le tout premier, on se lance. Il faut aussi on travaille sur notre gestion du temps, des sujets, mais j'espère au moins que ça aura pu apporter certaines informations. Si jamais il y a des questions, que ce soit là ou a posteriori, n'hésitez pas, surtout que ce soit, soit de nous écrire directement. Je pense que chacun est ouvert pour répondre, soit par le biais LinkedIn sur la communauté. Comme je disais, là, ça fait un mois, il y a quand même du monde qui s'est joint. On va essayer de structurer un petit peu tout ça par la suite pour que les dates soient un petit peu plus régulières, pour que l'horaire aussi soit régulier, pour que certains puissent participer, puis communiquer à chaque fois sur les thématiques à l'avance, sur les points dont on voudrait parler. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de voir que ça peut créer du monde puis des échanges. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est oui, c'est par rapport au webinaire, c'est que là, pour l'instant, on a aussi un autre format qu'on fera sûrement plus tard, je pense début 2026. C'est que là, on a été très dans et je pense que c'est très utile pour certains, hein, sur le format un petit peu partage, deux, trois personnes qui témoignent, et puis ça peut donner de l'information pour les autres. Il y en a sûrement d'autres où on le fera plus sous des modes de petits groupes de travail, mais on s'entend en sens que ce sera pas le but d'avoir une corvée ou des devoirs, loin de là, mais plus d'avoir des petits groupes d'échange justement sur des problématiques ou autres. Là, on pourra avoir un peu plus d'interaction les uns les autres. Donc, c'est en train de se construire lentement, mais content de voir que ça peut en intéresser certains, puis qu'on va essayer de continuer, puis on vise l'amélioration continue à chaque fois sur ces moments d'échange. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir participé. Puis, comme je vous disais, le prochain, dans 2 semaines, ce sera sur les stages en psychologie du travail. Donc, si vous connaissez des personnes qui sont actuellement en Master 1 ou en Master 2, n'hésitez pas à le communiquer. Nous, on refera une communication dessus. Puis après, sûrement qu'on reprendra un sujet, on va dire, un peu plus global pour tous ceux qui sont psychologues du travail à partir de janvier. Mais vous inquiétez pas, on vous fera toute la communication à ce sujet au moment venu. Donc, merci. Bon après-midi ou bonne matinée en fonction de là où vous êtes. Profitez bien ou de la chaleur ou de la tempête de neige en fonction de là où vous êtes aussi. Puis, très bonne journée / soirée à chacun et chacune. Et merci encore. Merci beaucoup, Romain. Et bye. Bye, merci beaucoup. Bonne soirée. Bye.